Naturellement, les réalités de la pandémie nous ont forcés à nous forcent à faire à faire nos activités de façon virtuelle. Nous vous remercions d'être là. Vous êtes nombreux. Il y a une cinquantaine de personnes. Alors, je souhaite aussi la bienvenue à notre conférencier, Jean-François Gauvin. Je le remercie d'avoir accepté de faire cette conférence qui va nous orienter beaucoup dans notre projet d'exposition virtuelle. Et je passe sans plus tarder la parole à Martin Paquette qui va nous présenter le conférencier. Martin Paquette qui est titulaire de la chaire Céphan à l'Université Laval et aussi membre du CIEC, du Centre interuniversitaire d'études québécoises. Martin? Merci beaucoup, Yves. Il me fait grand plaisir de vous présenter mon collègue au département des sciences historiques, Jean-François Gauvin, professeur agrégé, qui est titulaire de la chaire de leadership en enseignement et muséologie et mise en public, et qui est également directeur du Centre de recherche culture, art et société qu'on appelle le CELAT. Eh bien, les activités de Jean-François Gauvin sont axées en grande partie sur la culture matérielle des sciences, particulièrement les instruments scientifiques de la période moderne, ainsi que les éléments relatifs à l'esthétique matérielle, la mise en valeur publique des sciences, l'appropriation intellectuelle des pratiques scientifiques et ultimement la conservation patrimoniale dans les musées. Donc, à titre justement de titulaire de sa chaire d'enseignement, de en enseignement en muséologie, il contribue entre autres à la formation que nous avons ici à l'Université Laval des programmes en muséologie, donc une formation recyclée aux 3 cycles dans le domaine de la mise en public des patrimoines matériels et immatériels, entre autres en s'appuyant sur les riches collections muséales de l'Université Laval. À l'Université Laval, à peu près 1 million d'objets et de spécimens qui sont disponibles. Donc, ça lui permet, entre autres, d'imaginer et d'explorer une plateforme académique et pédagogique radicalement centrée sur l'objet d'art, d'ethnologie et de sciences. Et c'est dans le cadre, justement, de cette communication, de cette conférence qu'il nous offre en quelques instants, qu'il aura l'occasion de développer d'ailleurs certaines pistes qui sauront nous intéresser au courant de ce travail. Donc, je laisse maintenant la parole à Jean-François Gauvin. Bonjour tout le monde. Un grand merci, Martin, pour la présentation. Merci à Yves et Marc pour l'invitation. C'est une conférence virtuelle, donc c'est un peu particulier. J'ai fait un PowerPoint. On va voir comment ça va se dérouler. On parle de virtuel, on parle de numérique et j'ai mis quelques vidéos dans le PowerPoint, vous allez voir, mais je ne sais pas à quel point ça va bien ressortir là, en partageant mon écran là, avec vous. Donc, je vais le faire tout de suite, que vous puissiez voir le dit PowerPoint. Est-ce que vous voyez ça? Mes collègues sont ici sur place. Vous voyez? OK, très bien. Donc, la première chose que je veux mentionner, c'est qu'en effet, ma spécialisation est en histoire des sciences et aussi, évidemment, musée. J'ai toujours eu un pied dans les deux domaines, un pied dans le musée, un pied dans le milieu universitaire. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis un spécialiste du numérique, loin de là. J'ai des collègues qui ne font que ça et qui font des choses extraordinaires. Mais veut pas, avec le domaine muséal, on n'a pas le choix de s'intéresser au numérique. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, à peu près dans l'heure qui suit, si ça peut fonctionner. Donc, j'ai séparé ma communication en 2 parties. Là. Ça devrait peut-être durer 45 minutes, peut-être voire un peu plus, en fonction de l'inspiration que j'ai avec chacune de mes vignettes. Mais je sépare ma communication en 2 parties. Donc, d'abord, quelques constats et quelques exemples, donc personnels et aussi tirés de choses que certainement vous connaissez aussi. Et l'autre partie, c'est une partie un peu différente de l'usage du numérique, donc en parlant des données massives. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et que je développe avec des petits projets de recherche actuellement et que j'ai commencé quand j'étais à l'Université Harvard et avec lesquels je continue aujourd'hui, entre autres avec l'herbier Louis-Marie. Donc, je vais vous parler de ça en 2e partie pour vous donner une idée justement que l'aspect du numérique dans les musées, dans les institutions culturelles,
a, je pense, un avenir qui est très intéressant, surtout pour parler de collection en tant que telle. La première chose que je veux dire, c'est que, bon, il y a un article que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça quand même, mais donc, qui date de 2008 et qui parle justement, donc, on est en plein boom technologique en 2008, puis même un peu avant ça. Mais déjà en 2008, on parle justement du fait que le numérique, les nouvelles technologies sont en fait une façon importante de repenser le musée. Et un des termes qui est utilisé dans le titre, Disruptive Technologies, qui est un terme qui est encore très à la mode, mais qui l'était encore plus il y a une douzaine d'années, vient de cet ouvrage-là, de Clayton Christensen, justement, qui parle de ce concept-là de technologie, là, de disruptive technology ou de changement technologique perturbateur. Et c'est un ouvrage qui a eu une influence immense dans le domaine de la conception, de la façon de penser la technologie. Et c'est surtout le fait que dans le domaine muséal, il y a du monde aussi qui essaie de voir comment on peut utiliser ce concept-là, puis comment on peut le repenser et comment il s'applique dans le domaine justement des musées. Je résume très brièvement le concept de Christensen. Donc, en effet, le dilemme de l'innovateur, c'est une situation où une entreprise établie échoue face à l'innovation de rupture, qu'elle s'y engage ou pas. Donc, quand on pense justement aux choses technologiques, aux objets technologiques, aux logiciels qui sont vraiment perturbateurs. Donc, pourquoi les compagnies technologiques, parce que c'est de ça qu'ils parlent surtout, comment c'est qu'il y a certaines compagnies qui s'engagent ou ne s'engagent pas dans ce nouveau créneau-là qui vient de sortir, et comment c'est que ces compagnies-là échouent? Qu'elle fasse face au concept ou pas. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas dû à l'incompétence du management, okay? Donc de la compagnie. Ce qui plutôt essaie de dire, c'est qu'il y a une hésitation face à la rupture, okay? Qui est rationnelle parce que c'est le modèle d'affaires ici qui est en ligne de compte. Et donc le modèle d'affaires qui est le reflet de l'identité de l'organisation. Et quand on transfère ça, quand on transpose ça au domaine du musée, c'est là qu'on se rend compte en effet que, les musées, eux aussi, ont des modèles d'affaires. Et comment on peut adapter le numérique, donc qui est vraiment un incontournable dorénavant et depuis une vingtaine d'années. Et donc, comment on l'adapte et justement, comment on adapte ça surtout au modèle d'affaires du musée. Donc, si les musées ont de la difficulté à s'adapter à certaines technologies perturbatrices, comme il parle, ce n'est pas nécessairement à cause de l'incompétence du management, mais c'est une question de modèle d'affaires. Et donc, ce qu'on veut et ce que lui dit, Christensen, c'est donc de comprendre son propre modèle d'affaires et les contraintes qu'il pose à l'organisation. Okay? Donc, c'est un préalable indispensable pour réussir face à une rupture. Et donc, dans le domaine muséal, ce qui est important en effet de comprendre, avant de se lancer tête première dans le numérique, c'est de vraiment comprendre c'est quoi le modèle d'affaires d'un musée, on se positionne où et comment on peut adapter ce changement numérique important. Donc, le Disruptive Technologies, comme on retrouve, donc tout ce qui est rapport avec les réseaux sociaux, tout ce qui est rapport avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et comment on peut adapter son modèle d'affaires justement pour faire face à ça. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que c'est le modèle d'affaires qui doit justement guider la façon dont on utilise le numérique et non pas l'inverse. Donc, évidemment, on se rend compte que depuis une vingtaine d'années et plus, les musées se sont adaptés tant bien que mal au numérique. Donc, de plus en plus, les musées ont tous des sites web, ont tous des bases de données en ligne ou presque. Donc, et ça, je vais revenir à ce concept-là de base de données. La billetterie électronique aussi de plus en plus, puis en temps de COVID aussi, je vais en glisser un mot tantôt, mais en temps de COVID, on se rend compte que les billetteries électroniques, si vous voulez aller actuellement à Québec au Musée des Beaux-Arts pour voir la prochaine exposition de Turner sur le Sublime, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir passer par la billetterie électronique. Les audioguides, à l'époque, étaient l'espèce de cassettes ou de trucs très non numériques, mais on passe de plus en plus au téléphone portable ou aux tablettes. Les animations 3D, les vidéos qu'on retrouve partout dans les expositions maintenant, qui sont maintenant des sine qua non.
Les jeux, les activités ludiques numériques, autant en ligne que dans les salles d'expo. Comme je disais, la réalité virtuelle augmentée. Donc, les musées, vraiment, et il y a 2 ans maintenant, la Société des musées du Québec avait fait son assemblée annuelle, sa conférence annuelle sur le concept du numérique, où justement on avait du monde du Québec et de l'Europe qui venaient parler des musées et des bons coups et des mauvais coups du numérique. Et on se rend compte qu'en effet, les musées, comme on dit en bon québécois, se garochent un peu n'importe comment dans la réalité virtuelle et augmentée, encore une fois, sans trop penser aux conséquences et sans trop penser, comme je disais, au modèle d'affaires d'abord. Et donc, c'est un peu la problématique qui entoure les musées actuellement, à savoir comment on utilise ces changements perturbateurs pour vraiment bien intégrer tout le volet numérique dans le domaine muséal. Et donc, la question est de savoir, en effet, est-ce qu'il s'agit d'une question de s'adapter ou mourir au numérique? Donc, j'ai préparé quelques exemples. Je vais essayer de passer un peu rapidement. Il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses qui sont basées, comme je vous ai dit, sur des expériences personnelles pour vous montrer justement à quel point le numérique prend une place importante. Vous avez tous entendu parler de Imagine Van Gogh. Évidemment. Donc là, je n'ai pas pris de chance. Là, je voulais vous montrer des images d'un peu de ça, mais comme je disais, à cause du Zoom, là, je ne suis pas certain, donc je n'ai pas pris de chance. Vous avez tous vu justement une publicité où vous avez même été voir l'exposition à Montréal. Il y a eu plus de 200 000 visiteurs qui ont été. C'est maintenant à Québec. C'était en Europe. Ça se promène un peu partout dans le monde. Ce type justement de multimédia. Dans lesquels on voit ici bien l'image. Donc, les visiteurs sont là, puis c'est avec des images, des peintures de Van Gogh, avec des archives, des documents d'archives, des textes qu'il lui-même a écrits. Et donc, de créer une espèce d'imaginaire un peu onérique autour d'un peintre célèbre comme Van Gogh. Ce qui fait en sorte qu'ici, on n'a aucune trace tangible des œuvres de Van Gogh. Tout est dans le multimédia, tout est dans le numérique. Et on se promène dans cet univers-là. On essaie de découvrir l'œuvre de Van Gogh à travers justement des immenses reproductions comme on voit là. Donc ça, c'est un aspect, évidemment, qui était bien Caravaggio, Caravage, on a reçu le même traitement il y a quelques années. Donc, c'est quelque chose, tout l'aspect du multimédia a évidemment eu un impact important. L'Opéra de Sydney, sur ses grandes voilures, donc iconiques, on fait aussi plusieurs exemples de ce type-là. Donc, des présentations, autant c'est des présentations, une installation autant sonore que visuelle. Et là, c'est basé sur le Tree of Life de Klimt, où là actuellement, il y a quelques années, en 2015, où on avait justement présenté cette œuvre-là d'une manière, encore une fois, très différente de l'œuvre qu'on peut voir si on est dans le musée. Et donc, c'est des projections, c'est de la musique. Et donc, on recrée un univers ici, l'univers de Klimt, mais projeté cette fois-ci, encore une fois, grandeur nature sur les grandes voiles de l'Opéra de Sydney. Donc, ce sont des projets dans multimédia qui sont très populaires, qui attirent beaucoup, beaucoup de monde et qui mettent justement un peu cette tension-là entre l'œuvre muséale et le numérique et le potentiel, évidemment, du numérique derrière ça. Un autre projet qu'on a pu voir au Québec assez récemment, donc ici l'image, elle provient du Musée d'art contemporain de Montréal, mais moi je l'ai vu, j'ai vu l'installation dans La tête dans les nuages, dans l'exposition qui est au Musée de la civilisation à Québec. Donc, en effet, qui permet de prendre des algorithmes qui sont utilisés justement pour faire la reconnaissance faciale. Et donc, on se promène dans cette grande pièce-là et on voit justement toutes les personnes qui sont dans la pièce, on voit leurs mouvements, on voit leur visage. Donc, il y a vraiment un discours ici, encore une fois, où actuellement, ce n'est pas autant des œuvres muséales, mais ça se retrouve dans un musée, mais là, c'est une interaction entre l'œuvre qui se veut une œuvre artistique, parce que c'est d'abord dans les musées d'art qu'on retrouve cette installation-là. Et dans le cadre de l'exposition de La tête dans les nuages au MCQ, qui parlait justement des nouvelles technologies et surtout des technologies de reconnaissance faciale et du rôle positif autant que négatif de ce truc-là, on se rend compte à quel point justement c'est intéressant et ça nous met sur 4 murs, ça nous met, c'est gentil, merci beaucoup. Je viens de recevoir un verre d'eau, merci.
Donc, à quel point ça nous met justement dans le bain d'un concept qui est vraiment très actuel. Et encore une fois, c'est ce transfert-là dans le musée qui rend la chose pertinente. On a notre propre compagnie au Québec, Moment Factory, qui a fait des projets partout dans le monde, de multimédia, de numérique. Et sur leur page web, donc qui justement, ils parlent de nouvelles, des nouvelles créations qu'ils font, on se rend compte à quel point justement ce tournant-là vers le numérique est important pour le tourisme et pour les musées. Et là, j'ai encadré ici ce qu'on retrouve sur la page web en disant que Moment Factory a développé une série d'expériences génératrices de revenus, pouvant aider à la refonte de l'économie touristique régionale et accroître l'attrait des sites naturels, culturels et commerciaux. Donc, on se rend compte en effet que ce genre de grand projet de multimédia à grand déploiement est en effet une source de revenus pour l'industrie touristique. Et comme on dit, surtout en région, mais même pour les grandes villes, évidemment, européennes comme américaines. Donc, il y a un mouvement pour les musées, pour les institutions culturelles vers le numérique qui veut justement créer des expériences, encore une fois, on peut utiliser le mot onérique, pour faire en sorte qu'ils attirent une clientèle. Et souvent, ces expériences-là, ils font le lien, font le pont entre les collections muséales, les objets qu'on trouve dans les musées et le monde virtuel. Et donc, c'est ce lien-là, cette juxtaposition-là qu'on doit trouver une façon de bien intégrer au musée pour pas que ça ait l'air superficiel. Et de là, je retourne encore à ce concept-là du concept comment ça, les affaires, là, je l'avais pour le modèle d'affaires du musée. Voilà, donc qui permet justement de voir comment on peut adapter ces nouvelles technologies-là à un projet qui se veut le projet du musée. Quelques exemples aussi encore, j'essaie de prendre des exemples aussi plutôt québécois. Le musée des Ursulines à Trois-Rivières, puis là, je parle de la compagnie iScan, puis vous allez comprendre dans 2 secondes pour quelle raison. Donc, ils ont gagné un prix, le lauréat du prix d'histoire du gouverneur général pour un projet justement de réalité virtuelle du monastère des Ursulines de Trois-Rivières. Et donc, ils ont en effet pu recréer l'entièreté du monastère, et donc là, avec des lunettes de réalité virtuelle, on peut se promener partout dans le monastère des Ursulines de Trois-Rivières. Et ce projet-là, justement, a été créé par la compagnie iScan, qui est une compagnie qui est à Trois-Rivières et dont le fondateur, Richard Lapointe, qui se trouve là, au centre de la photo avec la barbe. Donc, Richard Lapointe, qui est un ancien étudiant de l'Université Laval, il a fait des cours en archéo, il a fait des cours en ethno, il a fait une maîtrise, je crois, en géomatique. Et donc, il a créé cette compagnie-là il y a une dizaine d'années à Scan qui fait justement de la numérisation 3D, entre autres, de bâtiments. Donc, par exemple, ici, donc, dans le cas des excavations là, de Fort et Château de Saint-Louis, donc, si vous allez sur le site d'ISCAN, vous allez pouvoir retrouver justement toute l'excavation avec les points, les numéros. Vous pouvez pivoter dans l'univers 3D pour retracer justement toutes les sections de cet environnement-là. Et donc, c'est avec des objets, avec des scanners assez quand même portatifs, ils sont en mesure de faire des choses absolument extraordinaires pour recréer des espaces 3D qui nous permettent en effet maintenant de les mettre sur l'Internet et qui sont très, très fluides et qui sont très efficaces justement pour bien comprendre un lieu historique ou une histoire. Et je parle de iScan parce que justement, tout récemment, on a obtenu une subvention importante du Musée virtuel du Canada, donc qui est la grande institution muséale virtuelle au Canada qui donne beaucoup d'argent chaque année pour créer des projets numériques. Et donc, avec le musée René Bureau de l'Université Laval, avec mon collègue Olivier Rabot, qui en est le conservateur, on a été chercher près de 250 000 $ pour faire un site web qui va mettre en valeur les collections géologiques, minéralogiques de ce musée-là, qui est une collection patrimoniale, historique, une des plus belles, certainement la plus historique au Canada, la plus ancienne au Canada, et aussi encore une des plus belles qui existent et qui sert encore pour l'enseignement et la recherche. Et dans le cadre de ce projet-là, on a décidé justement de le cibler pour des élèves de deuxième secondaire, donc à peu près 14 à 17 ans, le high school au Canada.
On essaie de mettre en valeur une démarche d'investigation dans le projet. Et évidemment, grâce à iScan, on va pouvoir numériser en 3D des spécimens géologiques. On pourra faire justement la photographie 360 degrés avec des spécimens. On va avoir des animations dans le site. Puis, on va aussi mettre en valeur des sites géologiques et miniers canadiens, entre autres avec l'utilisation de drones qui vont nous permettre justement de survoler des sites. On va pouvoir, en effet, des sites en général qui ne sont pas accessibles au public et qui vont pouvoir justement se retrouver sur le site web qu'on va créer pour parler de la géologie en général et particulièrement la géologie au Canada. Et donc, ce numérique-là, en effet, dans le cadre du projet avec le Musée de géologie René Bureau, va faire en sorte que cette collection-là va pouvoir être davantage diffusée. La collection est ouverte au public, c'est dans le pavillon Vachon, pas dans le Vachon, mais dans le Pouliot, au 4e étage. Et donc, le pavillon est ouvert, mais c'est encore une collection qui est méconnue. Et Olivier Rabot fait quand même des activités avec des étudiants du secondaire, des élèves du secondaire. Mais là, on espère qu'avec un projet comme celui-là, les profs, autant, comme c'est un projet bilingue, évidemment, c'est un projet canadien, donc les professeurs, autant d'un côté francophone comme francophone, vont pouvoir s'en servir pour parler de géologie et de sciences en général. Un des projets, et ça remonte encore une fois, encore beaucoup plus loin, probablement le premier projet que j'ai fait numérique avec la collection de l'abbé Nollet, qui se trouve au musée Stewart McCord maintenant, qui est à Montréal. Et donc, une collection qui a été acquise en 1983 par David Stewart. Et j'ai commencé à travailler là-dessus fin des années 90. Puis à l'an 2000, on avait l'idée de faire une exposition, puis de faire la restauration de certains objets. Et on a décidé justement de prendre ces objets-là, puis certains de ces objets-là, puis d'en faire une version numérique. Et j'ai une belle citation ici de Voltaire, parce que Voltaire est bien connu, et qui dit que l'abbé Nollet est en train de ruiner parce que Voltaire veut construire un grand cabinet de physique. C'est la mode à l'époque, comme on voit sur la photo qui est là à gauche. Et donc, pour lui, la seule personne qui peut faire son cabinet de physique, c'est l'abbé Nollet. Mais ça lui coûte une petite fortune. Donc là, je fais un test avec là, vous me direz qu'est-ce que mes collègues ici sur place me diront si ça fonctionne ou pas là, avec le Zoom. Là, j'ai une vidéo ici qui montre cette pompe à feu. Cette pompe à feu-là en mouvement. Je ne sais pas qu'est-ce que ça... Ça fonctionne? OK, excellent. Et donc, tout le principe de l'abbé Nollet, c'est que, comme on voit à la photo de gauche, c'est que l'abbé Nollet sortait un instrument qui était dans le cabinet, le faisait fonctionner, et ensuite demandait justement aux personnes autour de la table, des aristocrates, surtout des bourgeois, et donc, c'est quoi l'objet? Comment ça fonctionne? Donc, le projet d'expliquer la physique qui était derrière ça, c'était justement pour montrer qu'il y a des choses, des phénomènes qui semblent être magiques, merveilleux, et pourtant, il y a des explications physiques souvent assez simples qui sont derrière ça. Et donc, le concept qu'on avait eu avec l'abbé Nollet, c'était justement de recréer des vidéos à partir de ces objets-là pour justement mettre dans le cadre d'une exposition. Et donc, la pompe à feu, bon, c'est une simple... c'est la pression de la vapeur, là, justement, qui fait en sorte que ça fait couler la pompe. Là. Donc, la pression met une pression sur l'eau. L'eau se vide à l'extérieur et quand, justement, on met une goutte d'eau froide, ça recondense le tout, ça crée un vide et ça réemplit le contenant d'eau, puis le cycle recommence. Donc, c'est une espèce de cycle en boucle. Tant qu'il y a de l'eau, tant qu'il y a de la vapeur qui fonctionne, on va pouvoir avoir ce cycle en boucle-là de cette pompe-là. Et cette pompe-là, bon, bien évidemment, Nollet, dans ses leçons de physique, il la décrit, puis il dit justement que c'était utilisé beaucoup en Angleterre, entre autres, pour pomper de l'eau de la Tamise. Mais bon, il dit, évidemment, il cite à la toute fin, j'ai mis en gras, c'est que cette machine dépense beaucoup en feu et qu'elle en fume tous les environs. Ces deux inconvénients se souffrent aisément dans les lieux couverts où la fumée se dissipe et où le feu ne coûte presque rien à entretenir. Mais c'est dans le centre d'une capitale, c'est tout différent. Donc, évidemment, dans un musée, on peut s'imaginer que si on essayait de faire un truc comme ça dans un musée, ça créerait plus d'ennuis que d'autres choses. Et donc là, le virtuel vient nous aider. Et donc, en 2005, dans le cadre de l'exposition Trésors du musée qui célébrait les 50 ans du musée Stewart, on avait créé une exposition justement pour mettre en valeur tout cet aspect-là de l'abbé Nollet et tout l'aspect justement de pédagogie que Nollet a créé au 18e. Ce qu'il faut savoir que pour l'abbé Nollet, ce que l'abbé Nollet crée au 18e, c'est les leçons de physique expérimentale. C'est des choses pratiquement qu'on retrouve au 19e, qu'on retrouve au 20e siècle, encore de nos jours dans les musées de sciences. Les expériences qu'il fait, vous avez tous vu l'expérience où une jeune fille met sa main sur un petit...
un petit générateur à vente de graphes et donc les cheveux se mettent à se dresser sur la tête. Donc, à cause de l'électricité statique, bien, Nollet faisait ce même genre de truc-là au 18e. Et donc, on voulait justement mettre l'accent sur ça. Et donc, dans le cadre de l'exposition, on avait 2 volets. On avait l'objet dans une vitrine, et on avait un objet mécanique qu'on pouvait reproduire quelque chose qui n'était pas dommageable pour le musée. Et quand l'était trop, comme la pompe à feu, on mettait une vidéo. Et donc, tout ça est l'idée. Et je vais revenir là-dessus parce que pour moi, c'est quelque chose d'important quand on parle de modèle d'affaires. Pour moi, c'est toujours de mettre en juxtaposition le virtuel et le réel. Donc là, ici, ce qu'on avait, on avait l'objet de la Biennale, donc la vis d'Archimède. On avait une vis d'Archimède qui était reproduite mécaniquement, qu'on puisse comprendre comment ça fonctionnait. On avait derrière la gravure qui montrait justement dans les leçons de physique où Nollet expliquait ça. Et on le voit un peu moins bien, mais sur le côté, il y avait un panneau qu'on pouvait retirer d'une pochette et qu'on pouvait avoir la description de la Biennale. Donc, ce n'était pas une description que moi, j'avais faite pour décrire l'objet, mais bien plutôt dans les propres mots de la Biennale, c'était quoi l'objet, puis comment il décrivait, puis à quoi ça servait. Donc, il y avait cette juxtaposition-là entre le virtuel, ou le mécanique dans ce cas-ci, mais le virtuel et le réel. Et pour moi, c'est intéressant, puis c'est important, puis je vais en revenir un peu plus dans quelques secondes avec un autre projet que j'ai réalisé ici à l'Université Laval. Une autre vidéo, on va voir si ça fonctionne ou pas. Un projet que j'ai beaucoup aimé, que ça, celui-ci, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est quelque chose que j'ai vu quand j'ai donné une conférence au Centro Fermi à Rome sur la pédagogie, la physique. On a parlé justement, le Centre Fermi avait fait une exposition sur Enrico Fermi, le grand physicien qu'on voit en arrière ici, le grand physicien italien. Et il avait recréé cette espèce d'espace-là où on voit d'un côté une vision de l'esprit. Évidemment, ce n'est pas comme ça du tout que ça fonctionne, les fermions puis les bosons. Et donc, les fermions, comme particules élémentaires, ont tendance à se disperser. Ils ne veulent pas s'agglutiner, alors que les bosons, on peut faire des condensés de bosons, les Bose-Einstein condensate qu'on appelle en bon anglais, donc qui permettent eux de s'agglutiner. Donc, d'un côté, je ne sais pas si je peux faire la vidéo. D'un côté, on voit justement l'agglutination des bosons, et de l'autre côté, on voit les fermions, où on voit justement la personne ici où c'est vide, c'est seulement qu'en périphérie. Et donc, quand on se met entre les deux, on peut déplacer ces choses-là, puis on a un peu l'impression de jouer avec des particules élémentaires, des particules de physique, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Mais ce que j'ai voulu faire, donc j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et donc, j'ai reproduit ce truc-là quand je travaillais à l'Université Harvard, dans un espace qui était accessible au public, puis aux étudiants, entre autres, justement pour montrer à quel point le virtuel peut être intéressant pour essayer de comprendre la base d'un principe de physique qui peut être un peu plus compliqué, un peu plus complexe à comprendre puis à saisir si on n'a pas de bons visuels ou si on n'a pas une interaction comme ça avec des objets. Je parle de la machine denticitaire qui est peut-être connue de certains d'entre vous, qui a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit, il y a quelques années. Il y avait eu un projet en Grèce de plusieurs millions de dollars, justement, pour... la machine est connue depuis longtemps. C'était ce qu'on voit ici, donc les fragments qu'on retrouve. Il y a 3 fragments qu'on retrouve, qui ont été retrouvés au début des années 2000, des fragments qui remontent à plus de 2000 ans. D'une espèce de machine comme ça, mécanique. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont fait des spéculations pour savoir c'était quoi exactement, pour se rendre compte qu'en effet, c'était une machine qui avait vraiment existé, qui est une machine qui permettait justement de faire des calculs avec la position des planètes, entre autres, avec la position du Soleil, aussi avec la Lune. Donc, de faire des calculs intéressants. Donc, et tout ça, c'était un mécanisme très sophistiqué et qui se veut être, en fait, la machine astronomique la plus ancienne qu'on puisse se trouver actuellement. Et donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus, mais dans les années 2010 ou fin des années 2000, il y a eu comme un gros projet qui a été réalisé. Mais un des premiers à vraiment s'intéresser à ça, c'est Michael Wright, qui est un ancien conservateur du Science Museum de Londres. Et dans un article qui est publié dans un ouvrage, dans un collectif là, que je mentionne ici en bas, là, de Staberman, Reconstructions. Il parle justement de la reconstruction que lui, il a faite. Puis il fait un parallèle, encore une fois, entre le numérique et le réel, entre le tangible.
Et ce qu'il dit dans la citation ici, là, il dit « Computer animation has advantages in communication with the public. Mais, however, the virtual model has no friction and suffers no wear. There are no questions of mass inertia, weight, strength, stiffness or working load. » Ce qu'il dit en gros, c'est que le virtuel, c'est super pour parler justement, pour communiquer avec le public, pour montrer comment le truc fonctionne, pour vraiment aller dans les détails du fonctionnement. Mais ça ne nous dit absolument rien sur comment la machine pouvait vraiment fonctionner. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a recréé, ici on le voit, donc là, ici, c'est une vue explosée de la machine. Donc, ici, on voit une vue, une réalisation virtuelle du projet qui nous permet en effet d'essayer d'avoir vraiment un point de vue super intéressant sur tout le mécanisme qui se trouve dans cette machine-là pour la faire fonctionner puis pour en arriver au calcul que cette machine-là pouvait faire. Mais ce que Wright, lui, a fait, donc on le voit ici avec sa propre machine, il a vraiment recréé une, puis il a tenté dans son atelier, en utilisant le plus possible des outils de l'époque, d'il y a 2000 ans, de pouvoir recréer cette machine-là, ce qui fait en sorte que lui, en la tournant puis en l'utilisant de plus en plus, puis il a fait une série de conférences, puis moi, j'ai eu la chance de le voir à Harvard, quand j'étais étudiant, puis il l'avait apporté, puis on avait pu justement jouer avec un peu. Et seulement, ça revient au fait de dire que lui, en faisant une reconstruction mécanique réelle de ce projet-là, bien, on a justement une autre perception, parce que là, on sait, bon, est-ce qu'il y a trop de friction? Est-ce que ça ne fonctionne pas bien? Ça fonctionne mal? Est-ce qu'on met plus d'huile ou moins d'huile? Donc, il y a vraiment toute une espèce de ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale pour recréer ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que la machine va bien fonctionner mécaniquement et d'essayer de reconnaître comment ça, il y a 2000 ans, les personnes qui avaient cette machine-là pouvaient l'utiliser puis pouvaient la réparer, par exemple. Et donc, ce que le virtuel ne nous propose pas. Et donc, encore une fois, c'est cette tension-là entre le réel et le virtuel auquel on doit absolument réfléchir pour faire en sorte qu'on a le meilleur côté des deux mondes, finalement. Un projet, encore une fois, qui m'a inspiré, qui est une exposition de Mark Rothko, qui était à l'Université Harvard, au musée des musées d'art. Ce qu'ils ont fait, donc, c'est la grande muraille qui se trouve là. Donc, avec le MIT Media Lab, avec des historiens, avec du monde de la restauration, des scientifiques, ils ont tenté justement de restaurer numériquement cette muraille-là. Donc, c'est une muraille qui a été faite par Rothko, qui était une demande spéciale qui a été créée pour l'Université Harvard, qui se trouvait dans une salle à manger, c'est le Penthouse Dining Room, dans un centre. Et elle est exposée dans les années 60-70, mais après à peu près une vingtaine d'années d'exposition, étant donné les pigments et la façon que Rothko utilisait sa peinture, puis les pigments justement de la peinture, la toile est devenue complètement, ou presque grise, complètement grise. Elle avait perdu toutes ses couleurs, et donc ils ont décidé de la retirer en 79, ils l'ont mise en entrepôt, puis on ne l'a presque jamais revue par la suite. Et donc, ils ont tenté de faire, au lieu de faire une restauration traditionnelle, ils ont tenté de faire une restauration numérique. Et c'était absolument extraordinaire. Donc, avec des projecteurs, avec un jeu de couleurs, on le voit ici, donc on voit, il y a quelqu'un qui a un panneau blanc, et donc on voit justement la projection de couleurs. On voit justement la toile comme elle était à la sortie de l'atelier de l'artiste. Et ce qui était le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'à chaque jour, à la fin de la journée d'exposition, vers 16h ou 17h, je ne me rappelle pas, il y avait une espèce de cérémonie très protocolaire où on éteignait les projecteurs. Et donc là, on éteignait les projecteurs tranquillement et on retrouvait à la toute fin la toile dans son état naturel, c'est-à-dire presque toute grise. Donc vraiment, c'était un projet qui était très bien documenté, qui a vraiment très bien servi. Et Harvard n'a absolument pas l'intention de faire une reconstruction, une restauration de ces toiles-là. Elles vont toujours rester dans l'état actuel, donc avec la peinture complètement ou presque dégradée. Mais cette reconstruction-là permet encore une fois de montrer que le numérique, le multimédia dans ce cas-ci, permet de faire des choses absolument exceptionnelles, entre autres, qui ne va pas interagir, qui ne va pas endommager la toile et qui permet de garder l'aspect historique de cette toile-là et donc toute son histoire, même si elle a été complètement défraîchie puis elle est, en guillemets, un peu perdue, mais on garde l'histoire pareil, mais on permet justement de faire des tests hyper intéressants. Et donc ça, cette chose-là m'a influencé. Et donc, l'an dernier, pour la première cohorte des étudiants et étudiantes de DSS en muséologie, ils ont fait une exposition
au LAMIC, qui est le laboratoire qui a été créé par mon prédécesseur, Philippe Dubé, que sûrement certains d'entre vous connaissez. Et donc, on a fait une exposition dans laquelle on parlait justement de restauration. On a pris des œuvres de la collection de l'Université Laval, comme Martin disait dans son introduction, qui est une collection absolument extraordinaire, puis j'essaie de m'impliquer, puis de vraiment de l'utiliser le plus possible. Et donc, j'ai eu l'idée, parce que les étudiantes avaient travaillé durant la session, à l'automne précédent, sur un objet en particulier. Et il y a une étudiante qui a travaillé sur, on le voit ici, si vous voyez la photo de gauche, tout au fond, il y a un petit personnage. Là. Je vais le montrer ici. Là. Donc, qui est une sculpture en bois de Louis Jobin, fin 19e. Et dans son étude, qu'elle a fait une étude très détaillée justement de l'histoire, de l'origine, de sa dégradation aussi. Là, maintenant, cette sculpture-là est toute en blanc, peinte en blanc. Mais en l'étudiant attentivement, on croit qu'il y avait à l'époque une polychromie. Donc, quand la statue est sortie, la sculpture est sortie de l'atelier de Louis Jobin, elle devait être probablement peinte. Mais comme elle est exposée en plein air dans une maison familiale pendant des dizaines d'années, éventuellement, probablement dans les années 50, 60, quand c'est encore très la mode, elle était repeinte tout en blanc. Et donc, j'ai eu le projet, donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, avec le Lantis, qui est mes collègues qui sont juste au-dessus du LAMIC. J'ai eu le projet de faire comme avec le Rothko. Donc, s'il y avait une polychromie, est-ce qu'il n'y a pas une technologie qui nous permettrait de penser, de recréer ces couleurs-là sur le Louis Jobin, qui est un Saint-Jean-Baptiste enfant, avec sa brebis. Et donc, en effet, il y a une étudiante qui est au doctorat au Lantis qui travaille sur ces genres de technologies-là. On a réussi à faire un découpage de cette sculpture-là. Et là, comme on voit, on remet de la couleur. Et l'effet, je vous garantis, l'effet est absolument stupéfiant. On fermait les lumières, on laissait un seul projecteur avec des couleurs qui pouvaient justement découper toutes les parties de la sculpture. Et donc, on retrouvait une vision de l'esprit, évidemment, mais on retrouvait les couleurs de cette sculpture-là. Et donc, ça revient encore à ce que je disais, le lien entre l'objet réel et le virtuel et comment, justement, on peut faire des liens entre les deux. Et pour moi, juste le virtuel n'est pas suffisant. Dans ce cas-ci, juste le réel est intéressant, mais il y a une plus-value qu'on peut rajouter. Et donc, quand on met les deux comme ça, on a vraiment découvert une façon intéressante de pouvoir présenter un objet et de présenter une recherche qui avait été faite aussi sur cet objet-là. Donc, il faut que je glisse un mot sur la COVID. Évidemment, le temps avance, je devrais être pas si mal pour laisser un peu de temps pour les questions. Une caricature de Chapelot qui est évidemment super drôle. Comme toujours très pertinent. Mais la COVID, donc, depuis un certain temps, donc, évidemment, l'American Alliance of Museums dit justement qu'à cause de la perte de revenus, puis bien évidemment, le système américain n'étant pas celui d'Europe ou du Canada, on risque de perdre un tiers des musées aux États-Unis. Donc, il y a des effets absolument néfastes de cette crise-là pour les musées. Et nous, on a vu au Canada, quand même, puis au Québec, les musées s'en sont assez bien tirés, même si vous parlez aux grands musées nationaux, évidemment, ils vont vous dire que les déficits sont là. Mais tous les musées ont quand même tenté d'utiliser le numérique pour essayer de conserver leur clientèle. C'était la seule façon pendant plusieurs mois de faire en sorte que les musées demeurent encore pertinents pour la société et que les personnes qui sont intéressées par l'art, la culture, l'histoire puissent continuer à avoir un contact avec le musée. Le problème, par contre, évidemment, quand vous parlez aux muséologues puis aux personnes qui travaillent dans les musées, le virtuel, c'est bien beau, mais est-ce que le musée fait de l'argent avec ça? Et je pense que vous avez tous déjà une réponse, à savoir que pratiquement non. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Puis, en fait aussi, le problème avec les musées, c'est que les musées peuvent-ils vraiment compétitionner avec les grands du marché? Puis quand on parle de compétition, on parle évidemment de toutes ces compagnies-là qui ont fait des profits faramineux durant, évidemment, le confinement, parce qu'il ne reste plus rien d'autre à faire que de se brancher à la télé ou de se brancher, comme mon garçon a fait, sur sa Xbox, puis de passer des mois à jouer et à communiquer avec ses amis.
Mais évidemment, quand on parle musée, on parle numérique, les musées n'ont absolument pas les budgets des millions, voire les milliards. On parle ici le jeu vidéo dans le monde, c'est des industries de plusieurs fois milliardaires. Donc, les musées, évidemment, c'est un autre jeu. Et c'est pour ça que les musées ne peuvent pas se lancer tête première dans le virtuel, dans le numérique, sans savoir justement comment ils vont l'utiliser, puis sans savoir justement si ça va leur rapporter et comment ça leur rapporte. Encore une fois, c'est le concept du modèle d'affaires. Là, la COVID a évidemment créé toute une série de problématiques. Donc, les musées ont dû se revirer de bord, ont dû être pensés des façons originales de pouvoir présenter leur propre exposition. Et donc, Bernard Schill, assez récemment, au mois de mai, donc dans la revue OSIM, a publié un court article que je vous conseille de lire et que je vais résumer ici assez rapidement, mais que je trouve très pertinent, justement, parce qu'il essaie de voir, puis encore une fois, cette tension-là que j'essaie de mentionner depuis le début entre le virtuel et le réel. Et donc, dès le début de son article, il remonte à Walter Benjamin, qui écrit dans son œuvre, dans l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique. Donc, évidemment, on parle de la photographie ici. Et donc, la reproduction par un moyen technique comme la photographie la dépouillait de son aura, la privait de son hic et nunc et son existence unique, donc ce qui constitue son authenticité. Et donc, il y avait une critique très forte des années, fin des années 30-40 par rapport à ça, par rapport justement au fait que la photographie fait en sorte qu'on a accès à plusieurs choses, mais on perd l'aura de l'œuvre. Et ce que Bernard Schill, lui, plutôt dit dans son analyse, parce que Bernard Schill, comme vous savez, c'est un muséologue à l'UQAM, il a fait surtout sa carrière sur les musées de sciences, la muséologie scientifique. Et donc, en parlant de ça, il dit que plutôt que de parler de perte, de manque et d'appauvrissement, retenons plutôt le caractère créateur des dispositifs virtuels imaginés par les musées pour propager hors les murs leurs collections ou mettre en valeur certains artefacts de ces collections. Et un des exemples qu'il mentionne dans sa lettre, dans son court texte, c'est l'exposition virtuelle des pompiers de Québec, 250 ans de courage, qui est une exposition qui est visible dans le musée, comme vous voyez actuellement, qui est là, mais qu'ils ont recréé en effet un environnement 3D, vraiment où on peut se déplacer dans l'exposition, puis où on peut voir, donc, vous voyez tous les points ici, jaune et blanc, qui sont justement des points de contact où on peut aller lire des textes. Donc, si on veut savoir plus d'informations sur le casque ici, bon, on va cliquer sur le point et on a une information sur le casque. On peut se rapprocher pour avoir plus de détails sur l'objet. Et donc, en effet, cette façon de faire permet aux visiteurs, donc en temps de COVID ou à n'importe quel moment, en fait, parce que ça se trouve actuellement sur le site du Musée de la Civilisation, donc de pouvoir avoir une vue d'ensemble puis de pouvoir avoir l'histoire qui leur est racontée des pompiers de Québec sans être obligé de se déplacer au musée. Et donc, encore selon Bernard Schill, les musées contribuent à revisiter le rôle de l'objet en opérant un déplacement du regard, ou plus précisément un dédoublement du lieu du voir. Dans ce sens, les musées participent d'un mouvement de socialisation des contenus en démultipliant les conditions et les modalités de leur accès. Ainsi, ils sont présents dans la société et dans la vie quotidienne. Et donc, en effet, donc, en démocratisant donc, encore une fois, c'est gratuit. Donc, n'importe qui, il faut avoir une connexion Internet, puis Internet haute vitesse si possible. Mais sinon, quelqu'un qui est en Gaspésie, qui n'a pas l'occasion de venir ici, ou quelqu'un qui est en Europe, bien, en effet, ça permet à toute une série de personnes qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'occasion de venir se déplacer à Québec pour voir l'expo, d'avoir accès à ça. Et donc, encore une fois, Schill, en parlant de photographie, il dit plus fondamentalement, elle a transformé la fonction de l'original. Donc, il revient ici sur Benjamin, mais aussi sur Malraux. Je vais terminer avec ça ici, cette section-là. Donc, en parlant de la photographie, car elle a permis des rapprochements, des recoupements, des comparaisons que la dissémination des objets rendait difficile. Ce n'est pas impossible, car il fallait jusqu'à son invention se fier à la mémoire ou à des reproductions plus ou moins fidèles. Autrement dit, pour parler en termes contemporains, la photographie a permis la délocalisation du musée. Ici, j'ai retrouvé une super photo de Malraux dans son bureau avec toutes les images. Si vous connaissez l'ouvrage, le musée imaginaire, vous savez qu'à l'intérieur, il y a des dizaines et des dizaines d'images, de reproductions photographiques d'objets.
venant de partout dans le monde. Et on peut très bien s'imaginer justement comment Malraux, dans son bureau comme ça, a pu tenter d'ordonnancer toutes ces images-là pour faire en sorte qu'il y ait un récit continu dans son ouvrage. Et ce que je trouve super intéressant pour faire un lien entre ça et entre le virtuel, puis surtout le rôle du musée, donc c'est-à-dire que le musée, c'est-à-dire de concevoir le musée comme un espace de métamorphose de l'original, comme un lieu où se dévoilent des relations inattendues. Et ce renversement de perspective a été rendu possible par le décentrement provoqué par la photographie. Puis Malraux lui-même, dans son ouvrage, le dit, la petite citation qui est là à gauche, c'est ça, « Le musée était une affirmation, le musée imaginaire est une interrogation. » Et c'est ça que je trouve le plus fascinant, puis c'est ça qui m'intéresse le plus quand on parle de numérique dans le monde des musées, c'est de voir à quel point cette reconceptualisation-là du numérique, des objets qu'on retrouve dans les musées, des collections, nous permet de nouvelles interrogations sur la muséologie, sur l'histoire, sur la science, sur le collectionnement et sur les musées eux-mêmes. Et c'est ça un peu le point de vue que Bernard Schill veut apporter dans son article. Et c'est définitivement le point de vue qu'André Malraux apporte déjà dans les années 40-50 dans son ouvrage. Mais lui parle de photographie, alors que maintenant, on parle de numérique. Donc, la deuxième partie, qui va être un peu plus courte, parle justement de numérique. Mais encore une fois, comme je viens de dire par rapport à Malraux, comment on peut appréhender le numérique autrement dans le cadre des musées. Et donc, c'est là que je parle justement des open data, donc des données massives pour la culture. Il n'y a pas de doute que, comme j'en parle depuis tantôt, le domaine du numérique est important. Donc, ça représente 1,2 milliard seulement au Québec. Donc, on n'a pas le choix. C'est vraiment, c'est partout. Les musées, en effet, n'ont pas le choix de s'investir. La question demeure comment s'investir. Et ça, c'est un questionnement que les musées ont et ça se développe et les musées doivent se repositionner très, très rapidement. 2018, on parle, il y a à peu près 2 ans, il y a énormément d'articles qui ont sorti. Puis là, je prends 2 exemples ici que j'ai trouvés dans la fameuse revue Wired, qui parle de nouvelles technologies à tout écrin. Et 2 articles ici, justement, où on parle de réalité augmentée. Augmented reality is transforming museums. For museums, augmented reality is the next frontier. Donc, pour du monde, des journalistes à Wired, pour du monde avec lesquels ils ont fait des entrevues dans les musées aux États-Unis, il n'y a pas de doute, entre autres, la réalité augmentée est quelque chose, c'est l'avenir et c'est vraiment incontournable pour les musées. Et dans un des articles, il y a une journaliste qui parle de virtual trespassing, parce qu'il y a un exemple qu'elle donne qui est super intéressant. Vous êtes probablement tous au courant du fameux vol dans les années... je pense, des années 70, au musée Isabella Gardner de Boston, où il y a plusieurs toiles de grands maîtres qui ont été volées, qui n'ont jamais été retrouvées, en fait. Donc, il y a des... puis ici, on appelle ça hacking the heist. Il y a des personnes qui sont extérieures du musée, sans demander la permission au musée, ont créé une appli pour des téléphones ou des iPads comme celui-là, qui ont créé, donc qu'on peut télécharger gratuitement. Puis en allant au musée, on allait justement devant l'espace où il manquait la photo et on mettait l'iPad, puis là, l'œuvre apparaissait. Ils appellent ça « hacking the ice » parce que justement, ils n'ont pas demandé la permission au musée de faire ça. Et ça a créé une certaine controverse parce que le musée disait « Oui, mais on parle de nos objets, mais ce n'est plus vos objets, ils ont été volés, mais ça demeure quand même dans l'histoire du musée. » Et donc, la question est de savoir, c'est quoi le rôle justement des personnes, des hackers ou des données qu'on retrouve, parce qu'évidemment, ces personnes-là ont trouvé ces informations-là, des toiles volées partout sur l'Internet. C'est assez facile, et donc ils ont fait une petite appli, puis ils ont réussi à le faire. Mais le musée doit-il toujours être derrière ce genre de projet-là? Est-ce que le musée doit avoir justement toujours, est-ce qu'on doit toujours avoir l'imprimatur des musées pour faire ce genre de projet-là? Et dans son article, Miranda Katz explique augmented reality, no matter the source, could be a great thing for museums, bringing in the new visitors eager to experiment with the new technology. It could also pique younger visitors' interest in older works, but it all comes down to a question of authority.
Traditionally, the museum experience was one-directional. Curators conceived of and executed an exhibit which visitors enjoyed. Now, that's all starting to change. Le rôle traditionnel du musée, encore une fois, je reviens sur le modèle d'affaires. Est-ce que le musée doit conserver ce modèle d'affaires-là dans le sens que le musée a l'autorité suprême sur leur collection, sur la façon dont on en parle et entre autres, à cause du virtuel, sur qu'est-ce qu'on retrouve sur le web par rapport à leur collection. Et c'est là que, comme on dit en bon québécois encore, la game est en train de changer. Et ça, les musées s'adaptent. Et ils doivent s'adapter encore plus rapidement, je pense, qu'autrement. Sur le modèle d'affaires. Un article, ça c'est de 2020, donc la revue Culture et Musées. Si ça vous intéresse, il y a un très bon numéro sur les musées et les mondes numériques. Et je prends un exemple sur quelques citations de Jeffrey Schnapp, qui est à Harvard, qui a fondé le MetaLab, qui a fait des choses, qui est un spécialiste des multimédias et du numérique. Et dans cet article-là, il mentionne en effet que, entre autres, quand on parle de données, quand on parle des données qu'on retrouve dans les musées, ou les données en général, mais surtout celles ici, il parle du domaine muséal. Donc, plus exactement, les datas sont construites. Et lorsqu'on les capture, ce sont ces constructions même que l'on saisit. Les datas sont façonnées selon les schèmes déterminés par la nature des institutions qui les conservent, schèmes reposant sur des présupposés en matière de valeur, de significativité et d'usage. Ils sont également structurés en fonction de l'architecture des outils et des techniques des systèmes d'information. Une des choses sur laquelle je veux parler maintenant jusqu'à la toute fin, en donnant quelques exemples, justement, c'est l'aspect local des données. Quand on parle de données massives, on parle de big data. Ce n'est pas des données qui sont sans fondement, qui se retrouvent dans l'espace virtuel et qui n'ont pas d'ancrage. Les données ont toujours un ancrage. Et ça, c'est important à retenir que ces données-là ont un aspect local. Puis, entre autres, quand Schnapp parle des fiches techniques conventionnelles qu'on retrouve dans les bases de données en ligne, celle du MCQ, celle où je travaillais à Harvard, que je vais mentionner dans quelques minutes, quand il parle de justement ces fiches-là qu'on retrouve, puis la façon dont on présente les bases de données en ligne sur l'Internet des musées, mais de telles descriptions sont-elles adaptées quand on considère la gamme des techniques de description et de médias qui nous est offerte aujourd'hui? Par qui et pour qui ces descriptions doivent-elles être produites? C'est ce questionnement-là qu'on doit se faire par rapport à savoir si des choses qu'on faisait à l'interne pour nos propres documentations dans un musée, si, mettons, on fait juste convertir ça en numérique dans une base de données en ligne sur un site web d'un musée, est-ce que ça vaut la même chose? Est-ce que ça a la même valeur pédagogique, épistémologique? Ce que Schnapp dit, et pourtant, les modes de description et de représentation dans les bases de données en ligne demeurent pratiquement identiques à ce qui était avant l'ère pré-numérique. Conçus par des spécialistes, contraints par des formes standardisées, fondées sur une approche atomisée des objets. Les collections ne sont rendues visibles qu'en tant qu'ensemble d'objets individuels et même, pour ce qui relève des notices individuelles, elles sont systématiquement amputées de la plupart de leurs champs. Donc, on peut comprendre que, en effet, ce qu'il lui propose, ce qu'il lui prétend, c'est que la méthode pré-numérique qu'on retrouvait sur des fiches ou même dans une base de données interne, FileMaker Pro ou quoi que ce soit dans un musée, bien, de juste transcrire ça littéralement, pratiquement sur le web, bien, est-ce que ça fait vraiment du sens? Et pour pour être provocateur, dans son article, il propose une comparaison. Il prend une cafetière Moka, comme ça, iconique, puis il prend la description qu'on retrouve au Musée d'art moderne de New York, puis il prend une description de la même cafetière sur Amazon. Donc, il dit sur la description sur le MoMA, la notice du MoMA évacue tout aspect commercial de l'objet pour le propulser dans les hautes sphères du design. Évidemment, c'est au MoMA. Alors que la version Amazon, la description d'Amazon est plus riche, plus exacte et ouvre un espace permettant aux utilisateurs de s'impliquer et de proposer une description collaborative. Parce que vous savez, évidemment, sur Amazon, on peut laisser des commentaires et tout ça. Donc, il y a une construction de l'objet qui se fait en fonction justement des utilisateurs. Donc, pour le dire simplement, Amazon traite la cafetière Moka autant comme un réseau que comme un produit. Et ce qu'il dit, donc, ces descriptions permettent d'entrevoir des régimes de description, puis il parle celle d'Amazon, ce type-là, des régimes de description multifacettes et à plusieurs couches. Ces régimes élargissent à la fois la nature des descripteurs eux-mêmes, tout en les construisant à partir de la base, en faisant appel à une pluralité de communautés, d'intérêts et d'expertise.
ça revient à ce qu'on disait par rapport à qui a l'expertise. D'un côté, ici, c'est le MoMA qui donne justement leur version des faits. Puis là, si vous allez voir la fiche, elle est très succincte, il n'y a presque pas d'informations. Alors que du côté d'Amazon, c'est quelque chose que maintenant, Amazon met de l'information sur les coûts et tout ça, le transport et tout, mais il y a une construction, il y a un réseau social qui se crée autour de l'appareil qui fait en sorte que ça donne une richesse à la description de l'objet qu'on ne retrouve pas sur une fiche normative dans un musée. Donc, tout ça m'a fait réfléchir, puis il y a quelques années, il y a 3 ans à peu près, que j'ai commencé ce projet-là avec des collègues de l'Université de Montréal. Et là, je me suis dit, bon, bien, nous, justement, à Harvard, où je travaillais à ce moment-là, on a une base de données en ligne d'instruments scientifiques. Il y a à peu près 11 000 instruments documentés sur la base de données. Puis c'est une recherche Google tout à fait normale. Donc, là, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus intéressant pour essayer d'avoir une meilleure vision de la collection, une vision d'ensemble de la collection qu'on n'a pas en allant faire une recherche par mots-clés comme ça. Et donc, j'ai été chercher toutes les données du site web, et j'ai demandé avec mes collègues qui ont fait une analyse de données. On a mis ça justement, on a commencé à regarder tout ça. Puis là, on a eu comme un premier graphique comme celui-là, qui montre justement tous les objets qui viennent d'Europe entre 1600 et 2000, et les objets qui viennent d'Amérique du Nord, puis d'autres endroits. Donc là, on se rend compte que, bon, première des choses, il y a une espèce de truc comme ça, puis on sait quoi cette affaire-là? Bon, mais c'est juste le fait qu'entre 1700 et 1710, on n'a aucun objet qui est daté de cette période-là. Donc, ça fait une espèce de pic comme ça vers le bas à 0, mais c'est juste une anomalie, c'est juste qu'on n'a pas d'objet de cette période-là. Mais par contre, ça m'a intéressé. Parce que là, on voit très bien, puis là, nous, on le savait, évidemment, on travaille avec la collection depuis des années, on savait très bien que les premiers objets qu'on a dans la collection qui sont les plus lointains sont européens. Puis avec la montée de l'industrialisation aux États-Unis, puis d'autres aspects que je vais mentionner dans quelques secondes, on se rend bien compte qu'aux États-Unis, de plus en plus, on a des objets qui sont américains et non pas européens. Donc, on a une croisée comme ça, une espèce de point d'inflexion qui se crée autour de 1870, qui est une date super intéressante, puis je vais le mentionner dans 2 secondes pourquoi. Mais donc, on voit très bien que les Américains, la constitution de la collection est beaucoup plus américaine qu'européenne. Mais il y a ce pic-là ici qui m'a étonné, qui m'a demandé quelques secondes à savoir comment ça se fait que tout à coup, en 1960, on a une resurgence du côté européen, puis on a évidemment une baisse équivalente du côté américain. Et en faisant une recherche, je me suis rendu compte, en effet, c'est à cause d'un seul objet, un microscope. Et donc, la citation que vous voyez en dessous du graphique, là, c'est David Wheatland qui, en 1960, a acquis ce microscope-là d'une compagnie suisse. Et ce qu'il a fait, il a acquis ça avec 160 accessoires qui l'accompagnaient. Et à ce moment-là, dans les années, ça c'est 97, donc quand ça a été finalement catalogué dans la collection en 97, donc ça c'est avant que j'arrive à Harvard, ils ont décidé, au lieu de faire justement un objet, donc le microscope avec 160 accessoires qui auraient juste le même numéro, mais qui auraient comme des numéros d'accessoires, ils ont donné un numéro d'inventaire à chacun des accessoires. Ce qui fait en sorte qu'un objet avec 160 accessoires devient 161 objets dans la collection, qui fait qu'on a justement ce pic-là. Ici, on regarde, au lieu de regarder justement juste Europe, on regarde par pays. Donc, on voit encore une fois donc, la Grande-Bretagne très présente au début, évidemment, colonie américaine. Là, ça descend drastiquement à partir des années 1820-30. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau de la France, encore une fois, 1870, il y a le pic qui descend. Puis évidemment, si on regarde l'Allemagne, bien, évidemment, à partir de la Première Guerre mondiale, 1914, mais évidemment, il y a une baisse drastique parce qu'évidemment, on tombe en pleine période de guerre. Puis il y a un boycott là, des objets, puis surtout un problème aussi de transport, qui fait en sorte qu'il y a moins d'objets qui sont livrés. Mais ce qui est intéressant, l'année 1870 pour moi est intéressante parce que dans un article que j'ai écrit sur la collection, il y a un professeur qui arrive en 1870, John Trowbridge, qui décide de complètement revamper la façon qu'on enseigne la physique. Notre collection, c'est surtout de la physique. Et à partir de ce moment-là, il décide justement d'arrêter l'achat d'objets scientifiques venant d'Europe, puis justement qui servait à faire des démonstrations scientifiques. Et donc, le lab de physique devient un lab d'expérimentation
où là, les objets servent, les étudiants doivent faire des expériences, et là, le type d'objet est complètement échangé. Et pour sauver beaucoup d'argent aussi, ils décident de commencer à faire des objets sur place aux États-Unis. Et donc, cette espèce de dégringolade-là, à partir de 1870, on peut créer un lien justement avec un événement particulier, avec l'arrivée d'une personne particulière à Harvard en 1870. Et ça, c'est encore une fois, j'ai fait la recherche après et le lien que j'ai pu faire entre ce personnage-là et la collection est dû grâce justement à ce genre d'analyse-là que je n'aurais pas pu avoir avec la base de données traditionnelle. Je passe rapidement parce qu'il me manque tranquillement de temps. La même chose pour, on a fait une analyse identique pour les matériaux. Puis on se rend compte en effet que les matériaux, donc la courbe qui monte, c'est les polymères, donc tout ce qui a rapport avec les plastiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les hard rubber, puis le bakelite. Donc tous ces matériaux-là qui ont une croissance exponentielle à partir des débuts 1900. Et qu'est-ce qui baisse en contrepartie? Tous les alliages, donc le laiton, et le bronze qu'on retrouvait dans les instruments anciens, et surtout le verre. Et ce qui est intéressant de noter, encore une fois, pour faire le lien entre pourquoi cette collection-là est... Puis quand on analyse les données, il faut toujours tenir en compte que c'est une analyse locale. Cette courbe-là ne serait pas la même si on avait mis dans la base de données en ligne notre collection de vacuum tubes, qui sont des tubes électroniques comme ça. On en a 5000 de ces vacuum tubes-là. Et la caractéristique première, donc des tubes électroniques qui servaient dans tous les appareils électroniques là, à partir des début des années 1900 jusqu'à 1950-60. On a une collection extraordinaire, mais qu'on n'a jamais encore eu le temps de documenter, qu'on a commencé à documenter au moment où moi j'ai quitté Harvard en 2018. Ça pour dire que cette collection-là ne se retrouve pas là. Mais là, tout ça, tous ces 5000-là, s'ils étaient là, sont tous en vert. Donc, la courbe de baisse qu'on voit pour le vert, elle ne serait pas là. Elle serait beaucoup plus stable, puis peut-être même en progression. Donc, tout ça pour dire que la localité, le rôle local des données est important. Puis quand on parle d'analyse de données, il faut tenir en compte le fait qu'on parle de données spécifiques à un endroit spécifique aussi. Rapidement, je suis en train de faire une analyse identique avec l'herbier Louis-Marie. L'Hercule vasculaire, qui est une base de données qui est très détaillée, à peu près 150 000 objets, ou 160 000 ici qu'on montre, en ligne sur 800 000. Si on va sur un objet particulier, on clique sur l'objet, on a une fiche, une étiquette, donc ici, c'est Marie-Victorin qui a collecté, qui a cultivé, qui a été chercher cette plante-là. De temps en temps, on a des données numériques, justement, l'endroit où ça a été pris. Mais encore une fois, c'est une base de données qui est très hermétique. Pour les spécialistes, les amateurs qui s'y connaissent, c'est super parce que tu as plein de données. Mais pour quelqu'un du grand public, on ne s'y retrouve pas, on ne voit pas l'importance, ça ne sert à rien. Mais si je présente une figure comme ça, par exemple, là, j'ai pris 145 000, presque toutes les données qu'on retrouve en ligne. Et là, je montre une carte comme ça. Là, c'est la carte, justement, de où les objets ont été récoltés. Et on voit très bien, plus c'est rouge, mais c'est le nombre qui grandit. Donc, on voit très bien que la vallée du Saint-Laurent, évidemment, c'est très rouge. Les îles de la Madeleine, l'île d'Anticosti aussi, c'est quand même pas mal. Toute la rive nord ici du Saint-Laurent, la baie d'Ongava, la baie du Thon, la baie James, on voit des grandes rivières aussi, on voit qu'il y a un grand nombre d'objets, de plantes qui ont été collectées là. Au cours des 100 et plus, 150 dernières années. Donc, on se rend compte que ça donne une vue d'ensemble d'un coup d'œil. Bon, ça, c'est la collection. Ça, on sait d'où les objets viennent, d'où ils ont été récoltés au Québec. Même analyse par rapport à quand ça a été récolté. Bien, on regarde justement les mois, donc les 01, 02, 03, ça, c'est les mois de l'année. On a les familles de plantes puis la quantité. Donc, on se rend bien compte que 07, 08, mais évidemment, juillet et août, c'est là qu'il y a le plus de récoltes de plantes, ce qui est évidemment tout à fait normal. Hein? Donc, juin, un peu moins, septembre, un peu moins, puis le reste, presque pas. Et comme j'ai écrit quand je suis en train d'écrire dans un chapitre pour mon livre, là, je dis « Winter is coming » pour faire une référence à Game of Thrones, là, parce qu'évidemment, en plein hiver, à moins de collecter un certain nombre de plantes en hiver, puis avoir accès au Grand Nord et tout ça, bien, c'est plus facile, évidemment, durant l'été. C'est tout à fait normal. Mais là, au moins, on a des données visuellement qui sont parlantes, qui sont vraiment très faciles à comprendre. Et celle-ci, bon, évidemment, là, je n'ai pas grossi, là, mais encore une fois, c'est une autre façon de voir l'entièreté des 145 000 plantes. Donc, en haut, les petits chiffres qu'on voit en haut, c'est les années.
On voit sur la gauche, c'est toutes les familles de plantes. Et les lignes horizontales, par année, c'est le nombre de plantes, le nombre de spécimens qui ont été collectés par famille de plantes. Et donc, ça nous permet de voir en un clin d'œil où sont les moments les plus importants. Encore une fois, on voit des périodes rouges. Donc, les années 70, il y a certains petits points rouges là où il y a vraiment un grand nombre de plantes qui sont collectées d'une certaine famille. Donc, en regardant ça comme ça, on peut se dire, OK, bon, mais c'est super intéressant. Donc, pourquoi cette famille-là? Pourquoi à ce moment-là? C'est qui collectait ces plantes-là à ce moment-là? Ça nous permet de poser des questions qu'on ne pourrait pas se poser en regardant la simple base de données en ligne parce qu'on n'a pas cette vue d'ensemble-là. Et la bande qu'on voit à gauche, qui est un peu toute seule, des années 1850, c'est Léon Provencher. Donc, toute la collection de spécimens de plantes que Léon Provencher a récoltées, avec laquelle il a pu écrire, entre autres, sa flore, une de la première flore, description de la flore du Québec, en 1862, je pense. Bien, il s'est basé sur cette collection-là, puis cette collection-là, on l'a, puis elle est documentée, puis elle est dans la base de données. Donc, ça nous permet encore une fois de poser des questions par rapport à ça. Et ça, c'est les collecteurs, donc les plus importants, les récolteurs. Donc, on voit combien jusqu'à 6 000 ou plus. Les deux principaux ont récolté plus de 6 000 spécimens dans leur carrière. Puis on voit avec les couleurs, on ne voit pas bien, mais on voit avec les couleurs les différentes familles qui ont récolté. Encore une fois, on peut se poser des questions, puis on voit les questions. Donc, pour tel récolteur, on voit telle famille. Donc, ça nous donne tout de suite une idée sur telle personne s'est intéressée surtout à telle famille. Donc, c'est un point de départ pour faire une recherche plus approfondie sur certains des récolteurs. Tout ça pour dire que les musées s'ouvrent tranquillement. Et de plus en plus, les musées mettent leurs données en ligne. Ici, je donne juste quelques exemples de musées où on va sur un site, le site du musée en tant que tel, ou des sites qui collectionnent toutes ces choses-là, où on peut avoir accès à toutes les données qui sont offertes par le musée. Et ce qui fait en sorte que quelqu'un comme moi, je n'ai pas les compétences, malheureusement, informatiques pour le faire, mais avec des personnes qui ont les compétences informatiques, on peut aller prendre toutes ces données-là, et ce qui permet justement de créer des interfaces visuelles hyper intéressantes pour mieux comprendre ces collections-là. Et les musées font ça gratuitement. Et donc, les musées s'attendent à ce qu'on aille chercher leurs données, qu'on les utilise et qu'on puisse transformer ces données-là en quelque chose qui va nous permettre de mieux comprendre leur propre collection. Et dans un article de 2015 que j'aime beaucoup, que je cite souvent, donc Mitchell Whitelaw, qui parle justement d'interfaces généreuses, d'interfaces non généreuses. Une interface à la Google, comme j'ai montré avec la collection d'instruments scientifiques ou les autres collections des données en ligne, ce sont des interfaces non généreuses. Okay? Alors qu'une interface généreuse, c'est une interface qui permet de mieux percevoir la collection en tant que telle, la richesse d'une collection. La conclusion est dit, « In revealing the complexity of digital collections, a generous interface would also enrich interpretation by revealing relationships and structures within a collection. » Tout ce que je viens de dire, c'est exactement ça, justement, qu'il propose en créant ce genre d'interface dite généreuse pour faire en sorte qu'on pose de nouvelles questions en fonction des données qu'on nous trouve. Et je termine avec ça. Il me reste 2 minutes, j'espère. Donc, un exemple que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup, c'est Yanni Loukissas, qui a travaillé avec l'Arboretum de Harvard, 72 000 données, et qui a fait un site web avec ça, super intéressant, qui montre la collection à gauche. Puis quand on clique sur un des petits points à gauche, on a un pop-up, une autre fenêtre qui arrive, et on voit justement le nombre d'objets qui sont collectés, donc avec les bandes qu'on voit là. Et il a fait une autre version, ici encore une fois, avec des points de couleur qui donnent justement le type de plantes qui ont été récoltées. On voit les mois de l'année, on voit les années entre 1872 et 2012, et on voit justement certaines périodes durant la Deuxième Guerre mondiale, durant d'autres époques. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le genre de choses, encore une fois, qu'on peut regarder une figure comme celle-là, on peut se poser des questions qu'on ne pourrait pas se poser sur cette collection-là si on avait seulement qu'une interface non généreuse, c'est-à-dire une base de données à la Google. Et dans un ouvrage qu'il a écrit tout récemment, donc « All data are local », encore comme je vous ai dit, c'est vraiment, toutes les données sont d'une nature locale et c'est le point de vue, c'est ça qu'il utilise dans son argumentaire pour parler de tous les types de données. Donc, ici, la citation que je vais résumer rapidement, mais « Thinking about data as mobile, immutable and generally detached from space can obscure important ways in which data practices rely on local knowledge as well as experience from meaningful interpretation and responsible use. » Il faut absolument
tenir en compte, et c'est le point, et c'est l'argument général de l'ouvrage, il faut absolument tenir compte de l'endroit où se trouvent les données, puis comment elles ont été récoltées, si on veut vraiment bien comprendre c'est quoi ces données-là, puis à quoi elles servent, puis qu'est-ce qu'on peut en faire avec. Donc, je m'arrête déjà 10h moins quart. J'espère qu'on a le temps pour quelques questions. Je vais ôter le partage. Donc, c'est un peu un tournant rapide, mais c'est pour vous indiquer à quel point, donc, où je m'en vais, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, qu'est-ce qui m'intéresse et en fait, où je m'en vais avec ça. Puis donc, la deuxième partie, c'est vraiment pour moi, c'est l'aspect principal que je tente de développer là, dans le courant de mes recherches en rapport entre les musées, les collections et le numérique. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Jean-François. Écoutez, je veux dire, en théorie, on est en pause. En pratique, on ne sera pas encore en pause. On va prendre quelques minutes pour échanger avec Jean-François. Et puis, d'ici 10h moins 5, moins 10, moins 5, on va se prendre là, puis on va prendre une pause de 7 à 8 minutes pour se permettre le transfert de séance. Donc, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent pour poser des questions à Jean-François? Ou est-ce que l'exposé était d'une limpidité exemplaire? C'est Joanne. Joanne? Oui, Joanne. OK. Oui, bonjour, M. Gauvin. Une question. Quand vous compariez, vous étiez en train de comparer les fiches Amazon à MoMA et vous valorisez l'aspect collaboratif, le potentiel d'interactivité ou de commentaires, etc. Donc, ma question était, si on se tourne du côté des musées, est-ce que vous avez des exemples de musées qui ont recours à des pratiques de crowdsourcing que vous trouvez intéressantes et utiles au niveau de l'enrichissement de la connaissance sur les collections? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais qu'il y a des projets qui se font. Je sais qu'évidemment, tous les projets de crowdsourcing sont importants. Les musées s'impliquent énormément dans ça. Est-ce que j'ai des bons exemples de musées? Non, j'en ai pas. J'essaie rapidement de regarder, là, de fouiller un peu, mais je n'ai pas d'exemple spécifique en tête. Le problème, je pense, avec le crowdsourcing, le problème, en guillemets, c'est que ça demande quand même énormément de temps. Il faut beaucoup de ressources humaines. Je pense juste à une question comme, on parle toujours de Wikipédia, justement, qui est une base ouverte, donc n'importe qui peut aller mettre l'information. Mais en quelque part, il faut valider cette information-là. Parce qu'évidemment, les musées, si on veut que les musées continuent à être des sources d'informations fiables, parce qu'il y a beaucoup de sondages, en fait, qui démontrent que les personnes qui visitent les musées, qui vont sur les sites de musées, aiment beaucoup ça parce qu'ils s'attendent à avoir une information qui est fiable, qui est vraiment authentique et qui est très recherchée. Donc, on ne peut pas, évidemment, commencer à ouvrir toutes les bases de données et à dire à n'importe qui commencer à écrire n'importe quoi. Il faut que ça soit validé. Donc, il faut avoir, en effet, un système qui soit en place pour faire ça. Et donc, ça demande beaucoup de ressources humaines. Les conservateurs de musées, comme vous le savez, de nos jours, sont tiraillés, sont tirés à gauche et à droite pour faire des expositions, pour superviser des stages, pour faire ci, pour faire ça. Et donc, le travail de recherche dans les musées, malheureusement, diminue de plus en plus. Donc, oui, le crowdsourcing, c'est intéressant parce que ça permettrait justement de faire la recherche à bas coût, puis d'avoir des informations que peut-être qu'un Coursera ne pourrait pas trouver. Mais en quelque part, il faut trouver une façon de valider tout ça si on veut le mettre sur le site Internet. Donc, c'est une bonne question. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais il n'y a pas de doute que c'est quelque chose auquel les musées devraient y penser parce qu'il y a plein de Zoo Universe, des trucs comme ça. J'ai des collègues, Françoise Millerand, qui sont à l'UQAM, que peut-être vous devez connaître, qui travaillent beaucoup sur ça. Bruno Strasser, qui est à Genève, qui est à Yale, est en train d'écrire beaucoup là-dessus, justement, sur tout le crowdsourcing. Donc, il y a tout un mouvement depuis une quinzaine d'années qui est très important. Il y a beaucoup de recherches qui se font sur ça. Il y a des collections qui sont développées comme ça. Mais est-ce que j'ai des exemples en tête? Ça se fait surtout dans le domaine des sciences.
Ça se fait surtout dans le domaine de la botanique, entre autres. Mais dans les musées d'art ou dans les musées d'histoire, je ne peux pas dire que je n'ai pas d'exemple en tête là, qui fait ça. D'autres questions? Vous pouvez réactiver votre micro. Là. Je les avais fermés. Donc, n'hésitez pas à manifester votre intérêt en activant votre micro pour poser une question à Jean-François. Oui, et on a Jean-François Palomino qui nous a envoyé un chat. Oui, j'avais fait une petite remarque du Smithsonian Museum. Je pense qu'ils ont quelques initiatives de crowdsourcing. Jean-François, ouvre ton micro si tu veux parler. Oui. Il a envoyé un chat. Ouais. Oui, Jean-François, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, OK. Non, c'était juste une simple remarque. On n'entend pas on n'entend pas Jean-François. OK, désolé. Moi, je l'entends. Ah ouais. Ah, OK, ben, excusez-moi. Jean-François, oui, lève ton son. J'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai écrit dans le chat. Je crois avoir vu une initiative du côté du Smithsonian Museum pour un message pour Joanne et Jean-François. D'autres interventions? Sinon, ben, je pense que Jean-François, on s'excuse d'avoir d'être pris par le temps, si on dit. Mais on te remercie infiniment. Ça va inspirer des réflexions, des commentaires, des façons de voir ce que nous, on sommes de réaliser notre expo virtuel. On sera jamais aussi. On ne t'entend pas du tout. On ne m'entend pas. Non, c'est ça. OK. Tout va bien. Il faudrait fermer les autres micros dans la salle. Voilà, je voudrais dire seulement qu'un gros merci au nom de tous à Jean-François. Et Jean-François Gauvin, si tu veux te joindre à nous pour la deuxième partie de la journée, là, tu vas être très bienvenu pour réagir, pour contribuer aux échanges sur les façons d'aborder l'exposition virtuelle. Donc, nous allons nous arrêter ici pour la première partie. Nous allons prendre une pause d'environ 5 minutes et nous vous invitons à aller activer le deuxième lien, le lien pour entrer en séance moins ouverte, si on veut, plus fermée pour la réflexion sur l'exposition virtuelle du projet de partenariat. Merci beaucoup et merci encore à Jean-François. Merci beaucoup, Jean-François. C'est vraiment très stimulant. Mais merci à tous. Puis moi, en effet, je pense que je vais rester là. C'est un beau groupe, donc je pense que j'ai beaucoup à apprendre moi aussi. Donc, je vais rester avec vous pour la suite des choses. Merci beaucoup, M. Gauvin. Très, très intéressant. Marier l'histoire des sciences et de la muséologie.
Bon, j'ai bien avancé avec toi. C'est cool. On y va à quelle heure? Bon, ben non, je vais me prendre un petit café, tiens, j'ai fait depuis longtemps.